Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vois qu'on a à peu près 24 participants. On va attendre un petit peu le temps que tout le monde puisse se connecter. Je laisse encore une petite minute et puis on commencera tout doucement. Alors, il est 11h02. Je vous propose qu'on commence tout doucement, le temps que tout le monde arrive. Et ben, tout d'abord, bienvenue à tous dans ce webinaire intitulé Stratégie d'évaluation en formation, dans lequel nous allons plonger, comme son nom l'indique, au cœur de l'évaluation dans le domaine de la formation. L'évaluation, pourquoi? Parce que c'est une composante cruciale pour optimiser l'apprentissage et le développement des compétences des apprenants. Et avec Virginie, donc, que vous voyez dans l'autre petite bulle, on vous propose d'explorer ensemble les différentes facettes de l'évaluation et de comprendre en fait leur importance stratégique à chaque étape du parcours d'apprentissage. Alors, notre objectif, évidemment, ça va être de vous donner des clés, des conseils pour que vous puissiez évaluer efficacement vos actions de formation et vos dispositifs de formation. Alors, comme nous sommes deux Virginie et que nous allons communiquer aussi ensemble, ce sera plutôt Vierge de ce côté et Virgie de l'autre côté pour les surnoms, pour éviter de faire numéro 1, numéro 2. Un chat est à votre disposition également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre en cours de route ou de répondre à vos questions à la toute fin. On laissera un petit moment pour que vous puissiez également nous faire vos questions à ce moment-là. Eh bien, c'est parti. Hop. Alors, ce webinaire va se décomposer en 3 parties. La première partie concernera l'enjeu de l'évaluation en formation de façon générale, avant d'entrer dans les 2 parties suivantes plus précisément sur l'évaluation des apprenants dans la partie 2 et l'évaluation du dispositif de formation dans la 3e partie. Donc cette première partie, c'est donc l'enjeu de l'évaluation en formation. Donc, hop, je passe sur le slide suivant. Tu vas nous dire, oui, pourquoi c'est un enjeu central dans l'évaluation, en particulier en ce moment. Tout à fait. Eh bien oui, Virginie, donc c'est un enjeu central, entre autres, parce que l'actualité Calliope ces dernières années a donné encore plus d'importance à l'évaluation dans les actions de formation. Je pense que vous avez pu tous être inondés d'informations sur Calliope. Alors, on connaît évidemment bien les bienfaits pédagogiques, les intérêts pédagogiques de l'évaluation, mais dans ce contexte Calliope, il nous semblait intéressant d'appréhender toute sa dimension à l'évaluation, notamment par le fait que ça soit devenu une obligation incontournable pour la plupart des organismes de formation, des départements de formation au sein des entreprises aujourd'hui. Alors l'évaluation, c'est quoi l'objectif principal de celle-ci? Eh ben, ça va être déjà de mesurer l'efficacité de la formation en termes d'atteindre des objectifs que vous serez fixés ou que l'entreprise aura fixés, d'identifier les lacunes éventuelles et d'adapter les besoins en formation pour justement venir remédier à ces lacunes.
Donc c'est vraiment une étape fondamentale pour s'assurer que les personnes sont autonomes dans le développement de leurs compétences. Ça, c'est vraiment un vrai enjeu pour les entreprises aujourd'hui. Et pour répondre souvent à ces exigences, il y a de nombreux termes, de nombreux outils, de nombreuses méthodes qui sont évoquées, qui se mélangent, un peu tous ces termes sur le slide qui vont un peu dans tous les sens. Et notre ambition aujourd'hui, c'est d'essayer de cadrer un peu, de catégoriser les types d'évaluation pour que vous puissiez découvrir les champs des possibles. Alors, je ne peux pas commencer à vous parler de l'évaluation sans, bien sûr, vous parler du fameux modèle d'évaluation des formations en 4 étapes de Kirkpatrick. Alors, cet outil, il permet de prendre conscience en fait de l'importance d'évaluer ces formations et de l'importance d'analyser ces données et d'en démontrer les impacts. Donc, vous retrouvez ici les 4 niveaux. Donc, le niveau 1, qui est le niveau réaction. C'est savoir en fait dans quelle mesure les participants ont apprécié votre formation. Est-ce qu'elle a été assez stimulante, engageante, pertinente? Et dans quelle mesure ce contenu de formation est pertinent par rapport aux situations de travail ou l'implication de l'apprenant pendant la formation. Donc ce sont typiquement ici des questionnaires d'évaluation qui se font à chaud, donc le jour J de la formation ou à J+1. Le deuxième step de Kirkpatrick, c'est la notion d'apprentissage. Donc ici, on va se poser la question de savoir dans quelle mesure les participants ont acquis les connaissances et les compétences attendues à l'issue de leur formation. En fait, ce niveau, il va requérir une mesure effective du niveau avant et après la formation pour pouvoir comparer. Donc ici, on sera typiquement dans des évaluations à chaud, donc à J ou J+1, ou aussi à froid, donc qui interviendront plutôt 2 à 3 mois après la session, donc à peu près à J+60 ou J+90. Le troisième step, c'est le step comportement. Alors ici, dans cette troisième étape, on va se demander dans quelle mesure les participants ils vont mettre en pratique, dans l'exercice de leur métier, en fait, ce qu'ils ont appris durant leur formation, et une fois qu'ils sont retournés à leur poste de travail. Donc ce niveau, il est évalué généralement à chaud, via des observations, et aussi à froid dans ce qu'on appelle les REX, donc les retours sur expérience de pratique métier. Enfin, le dernier niveau qui est le niveau résultat, ici on va se poser la question assez fondamentale, dans quelle mesure en fait la formation a eu un effet positif, mesurable, sur la bonne marche de l'organisation ou de votre entreprise. Donc là, on est vraiment sur un ROI qui serait mesurable économiquement. Alors, maintenant qu'on a parlé de ce modèle en 4 étapes, qu'on l'a rappelé, il semblerait toutefois que certains niveaux soient moins adressés dans ce modèle. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Virginie? Oui, c'est vrai que autant les niveaux 1 et 2 sont plus fréquemment adressés parce que les départements en formation ont à disposition plus d'indicateurs pour le faire et de moyens pour le faire. Autant dès qu'on arrive sur les niveaux 3 et 4 du modèle, ça se fait moins fréquemment parce que sur la partie comportement, alors déjà des référents de formation en situation de travail s'insurgeraient de voir apprentissage sur le tas parce que c'est pas vraiment l'apprentissage sur le tas, ça doit être orchestré, etc. Mais ça fait partie justement de tout ce qui échappe un peu à la vigilance des analyses d'évaluation. Cette formation, elle se fait de facto en entreprise parfois sur le tas. Et donc, dans ces logiques d'évaluation de comportement, on en parlera vraiment plus en détail après, il faut avoir des logiques d'échelle d'observation, il faut avoir aussi les personnes, les tiers, pour pouvoir observer ces comportements en situation de travail et savoir aussi sur quelles compétences clés les évaluer, parce qu'on va pas faire de l'observation sur tout. Et sur le dernier, le Graal de la mesure d'impact du dispositif de formation, eh bien, en effet, les résultats sur la performance de l'entreprise ou même on verra sur la performance des personnes ou vraiment l'évaluation globale des compétences sont des indicateurs qui ne sont pas souvent à la main du département formation et il faut aller chercher l'information via des outils, via de la collaboration avec les métiers. Mais on en parlera un petit peu plus tard, surtout sur la partie dispositif. Ok, merci pour
pour cette info complémentaire. Je vous propose maintenant d'entrer dans la partie 2, qui est la partie sur l'évaluation des apprenants. Hop. Alors, l'évaluation de l'apprenant, elle peut être décomposée en 3 finalités différentes. Elle peut servir d'une part à individualiser un parcours d'apprentissage, elle peut aussi réguler cette activité d'apprentissage ou la contrôler. Donc je vous propose de voir ces 3 points en détail. Alors quand on parle d'individualisation des parcours d'apprentissage, on va avoir recours à 2 types d'évaluation globalement. L'évaluation qu'on appelle pronostic, donc qui intervient avant la formation. Donc pour cette partie diagnostic, en fait, elle va permettre de contrôler l'accès à un cycle de formation avant une activité d'apprentissage. Donc elle va par exemple pouvoir prendre la forme d'un quiz qui, selon le score obtenu, va vous permettre de déclencher l'accès à un parcours ou un niveau de parcours. Donc ça peut être par exemple, vous avez un module e-learning à faire passer en amont d'un cycle de formation qui va vous donner un résultat qui vous permet ou non d'accéder à cette formation. Ça peut être aussi une évaluation sur une plateforme qui automatiquement vous donnera accès à certains niveaux de modules ou un cycle de formation prévu. Je clique pour que vous l'ayez. L'autre type d'évaluation pour individualiser les parcours d'apprentissage est l'évaluation diagnostique. Alors celle-ci, en fait, elle va offrir à l'apprenant une vision assez claire de son point de départ avant une formation. Elle va donner en gros un niveau de référence qui pourra être comparé notamment, si c'est le cas, avec un quiz post-formation. Donc elle se fait généralement avant une activité d'apprentissage, mais elle peut aussi tout à fait se faire pendant ou après pour diagnostiquer, pour ensuite emmener sur un autre cycle de formation. Alors, cette évaluation, elle a aussi l'intérêt de permettre de remédier aux lacunes observées en proposant des parcours pédagogiques adaptés. Donc elle est vraiment aussi essentielle parmi les critères Calliope pour pouvoir attester un niveau de compétence en fait ou un niveau de connaissance avant une action de formation par un test de positionnement. Pour vous donner un petit exemple ici pour reprendre l'idée de prérequis, ici vous avez vous voyez en fait un cours sur plateforme qui est décomposé de différentes leçons. Et en amont de ce cours, vous pouvez très bien avoir un quiz qui a un certain nombre de questions reliées à des compétences. Et si vous avez bien répondu à ces questions sur certaines des compétences, ça va valider certaines leçons de votre cours liées aux compétences que vous avez validées dans le quiz préalable. Donc, quand vous arriverez dans votre cours, vous aurez déjà des parties qui seront validées, que vous n'aurez pas à passer, puisque dans le quiz, on a pu attester que vous aviez déjà le niveau. Donc ça permet vraiment d'individualiser, c'est-à-dire que la personne 1 n'aura pas le même parcours que la personne 2, parce qu'elles n'ont pas les mêmes acquis. Et ça permet vraiment de cibler tout de suite là où il faut aller compléter les informations, enfin les compétences. Je passe maintenant à la deuxième finalité donc de l'évaluation, qui est pour l'apprenant celle de réguler son activité d'apprentissage. Alors ici, on a 2 types d'évaluation. On a l'évaluation formative et puis on a l'ancrage. L'ancrage, on en parlera un petit peu on en parlera après avec Virginie. Pour l'évaluation formative, qui est en général assez répandamment connue, elle permet vraiment de réguler l'activité. Elle est effectuée tout au long du processus d'apprentissage. Alors, elle vise pas à contrôler, pas du tout, mais bien à favoriser l'apprentissage en fournissant des retours, du feedback aux apprenants lorsqu'ils vont répondre à ces questions pour qu'ils puissent petit à petit monter en compétences. Donc, elle évalue vraiment le niveau de l'apprenant à un moment donné pour sa propre compréhension et pour pouvoir se positionner sur son niveau. Elle influence pas du tout le résultat final d'une formation qui sera là plutôt du sommatif, on en parle juste après. Donc, elle se matérialise souvent par des quiz qui sont intégrés par exemple dans des modules e-learning pour refléter toujours ses progrès.
Ça peut être aussi le cas dans une formation présentielle. Elle va pouvoir permettre, au cours d'une formation présentielle, de poser un petit questionnaire et puis de voir assez rapidement si tout le monde a bien compris la notion ou s'il y a des soucis de compréhension, ce qui permet en temps réel au formateur d'adapter sa méthodologie et de revenir sur l'élément pour bien l'ancrer, pour ensuite pouvoir continuer sa formation. Et puis voilà, dans les modules e-learning également, ça peut favoriser aussi des évaluations intermédiaires. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une phase de contenu. Vous venez ensuite avoir une phase d'évaluation de ces contenus, formative, pour s'assurer qu'à cette étape, on a bien compris, avant de faire un chapitre suivant, puis l'évaluer, pour pouvoir vraiment progresser et se positionner à différentes étapes régulièrement, avant d'arriver à la vraie évaluation sommative de la fin. Hop. Alors ici, je vous donne quelques exemples concrets d'activités, de quiz qu'on peut insérer par exemple dans un e-learning. Donc ça peut être par exemple une échelle de Likert pour pouvoir choisir la bonne réponse à une question. Ici en haut à droite, vous avez une activité du type swipe de carte à gauche et à droite. Donc là c'est intéressant, par exemple, dans une démarche un peu déductive, vous allez apporter une notion et après vous allez, à l'aide d'exemples, vouloir permettre à l'apprenant de se situer pour savoir s'il a bien compris la notion. Donc est-ce que, par exemple ici, chaque objectif pédagogique est-il bien ou mal formulé? Oui, non. Donc si j'ai bien compris tout ce qu'on m'a expliqué avant, je serai capable de le faire. Si je vois que j'ai faux à mon exercice, peut-être qu'il faudrait que je revienne un petit peu sur ma leçon pour mieux la comprendre avant de revenir sur ce quiz. Toujours dans un système formatif d'ancrage des connaissances. Là en bas, vous avez une question de type matrice et puis ici, il y a une question de type QCU. Là, c'était vraiment pour vous illustrer en quelques visuels à quoi cela pouvait ressembler. Ici, je vous le montre en contexte. Ici, c'est d'un module e-learning réalisé avec Elucidat. Vous avez un contenu qui parle de l'évaluation. Tiens, c'est notre sujet du jour, ça tombe bien. Ici, vous avez une phase de découverte d'informations clic, puis ici, une petite information complémentaire. Et là, vous avez une petite question à la fin de quiz. D'après vous, pour que votre évaluation soit efficace, il faut qu'elle soit liée A au contenu de formation, B aux objectifs de formation. Là, cette question, en fait, plutôt que d'amener le contenu tout de suite, elle va permettre à l'apprenant de se questionner sur ses propres connaissances de départ. Est-ce que je suis en mesure de répondre bien ou pas à cette question? Si je suis sûre de ma réponse, le feedback me permet de m'assurer que voilà, j'ai bien acquis le truc. Et si par exemple c'est faux, et là je donne aussi un feedback pour expliquer, non, c'est pas ça, je te redonne l'information pour bien que tu l'aies en tête, pour que tu aies la bonne réponse. Deuxième partie, pour réguler les apprentissages, on a aussi également recours à ce qu'on appelle l'ancrage. Alors là, je vais laisser Virginie vous en parler un petit peu. Ah, on t'entend pas Virginie, tu as le micro coupé. Juste avant Vierge, il y avait donc une intervention de Hugo qui Oui, demandait si le support serait disponible parce que tout le monde ne voit pas en détail les choses que nous avons écrites en petit ou les copies d'écran qui sont quand même intéressantes. Donc voilà, j'ai répondu à Hugo, mais je pense que tu le confirmeras. oui, bien sûr, il y a pas de souci, on vous le transmettra. On transmettra ça. Éventuellement, on verra par un email ou voir si on pourra activer un Oui, paramètre de téléchargement en fin de webinaire. pas de souci. Donc, pour parler de l'ancrage, bien entendu que l'ancrage est une modalité vraiment formative. Hein. C'est pas voilà, on va dire, c'est un sous-ensemble, une catégorie particulière de l'évaluation formative. Et il y a différentes manières de faire de l'ancrage. Il y a le premier niveau d'ancrage qui est, alors avant que je montre même ça, mais c'est d'envoyer des petits prompts de questions assez régulièrement à des personnes, à des apprenants sur des sujets, mais le faire dans le temps et assez régulièrement par des petits prompts, jouer sur des duels de questions, etc. Ça fonctionne assez bien en termes d'ancrage, mais c'est le niveau vraiment basique de l'ancrage. Le vrai ancrage, ce qui doit pouvoir permettre, c'est une modalité finalement de formation en soi, et ce qui la distingue peut-être de ce qu'a montré Virginie tout à l'heure, c'était que vraiment on s'inscrit dans une temporalité assez longue quand on construit vraiment un programme d'ancrage. Donc ça ne se fait bien entendu que sur des compétences clés,
hein, qui ont besoin d'être assimilés et rafraîchis assez régulièrement sur une année, voire plusieurs années. Comme des sujets réglementaires, ça s'applique extrêmement bien aux sujets réglementaires, aux sujets méthodologiques, aux sujets sécuritaires, techniques, réseaux, les langues. Voilà, il y a pas mal de sujets dans lesquels l'ancrage a vraiment son sens. Ça a un peu moins de sens sur des sujets très très courts où on sait que voilà, la connaissance sur un nouveau produit, vu la durée de vie du produit, ça peut être un petit peu plus court terme. Donc cette modalité-là, elle a l'avantage d'être vraiment individualisée pour l'apprenant parce que le principe, c'est qu'on apprend par le questionnement chacun à son rythme. On voit nos profils ici, ce jeune homme et cette jeune femme. Ils vont peut-être maîtriser d'emblée très bien certains sujets, comme traiter les objections. Pour l'autre personne, un peu plus longuement, mais accueillir le client, il arrivera au niveau attendu. Et chacun va suivre son parcours pour arriver à un résultat final attendu qui va prendre pour chacun plus ou moins de temps et faire que le système va poser par itération des questions qui s'adaptent aux connaissances déjà acquises et au rythme de l'apprenant. Donc, ce qui est important dans un bon module d'ancrage, c'est d'avoir un certain volume de questions, de bien identifier les compétences et de le décliner en points clés et de mettre des situations d'ancrage qui ne sont pas que des connaissances théoriques, qui peuvent être vraiment des mises en situation, des questions avec des mises en situation pour être sûr que voilà, le sujet est abordé sous tous les angles et surtout avec l'importance essentielle du feedback. Quand on utilise l'ancrage comme modalité, la personne répond, mais elle a immédiatement un feedback sur sa réponse, puisque le but est de lui permettre d'engranger des connaissances sur les sujets où elle ne maîtrise pas complètement. Voilà, je pense que sur ce sujet. Merci. Je continue avec la troisième finalité, qui est le contrôle de l'apprentissage. Donc, dans les exigences Calliope, on sait notamment qu'il est essentiel de pouvoir procéder à une évaluation des acquis en fin de formation pour évidemment mesurer l'atteinte des objectifs. Donc, c'est une évaluation qui est réalisée en fin de formation ou en fin de séquence d'apprentissage, qui vise donc à mesurer les acquis et à déterminer dans quelle mesure les objectifs de formation ont été atteints. Donc, elle permet vraiment de valider, de certifier, d'habiliter officiellement les compétences acquises et de donc délivrer après à l'apprenant ces certifications. Donc, au niveau des typologies de questions, ça peut rester aussi assez large pour celles qui sont utilisées dans les quiz sommatifs. En général, on essaie quand même de centrer sur des types de questions qui sont plutôt QCU, donc questionnaire à choix unique, QCM, questionnaire à choix multiple, des vrais-faux, voilà, pour avoir une évaluation la plus carrée possible. Donc, pour vous montrer quelques exemples, je vais vous citer un petit exemple d'un module. Ici, c'est un module qui a été réalisé, donc un module e-learning, qui a été réalisé en fait dans le cadre d'une formation présentielle qui durait sur la journée. Donc, on a animé une formation qui était gamifiée. Et à un moment donné, il y avait un module e-learning à réaliser avec un questionnaire de quiz qui était composé d'une dizaine de questions. Et chaque bonne réponse rapporte un point à l'équipe. Et en fait, ici, on peut jouer sur différents éléments et on a joué sur le conditionnement d'apparition d'une page de résultats selon le score obtenu. Donc, si vous avez 1 point, vous tombez sur une page qui vous donne un feedback pour 1 point. 2 points, vous avez un autre feedback. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur toutes les pages où il y a marqué « Voici votre score ». Vous avez un score personnalisé en fonction du nombre de bonnes réponses. Donc, c'est vraiment on met des conditions sur les pages pour qu'elles s'affichent en fonction du résultat obtenu au quiz. Donc ici, ça avait vraiment une vraie valeur puisque, en fonction du nombre de pièces d'or obtenues, les équipes avaient en présentiel des vraies pièces d'or pour venir garnir leur bourse et l'équipe ayant le plus de pièces à la fin de la journée était vainqueur. Donc là, vraiment, on peut
dans tout ce qui est sommatif aussi, travailler avec des banques de questions, des pondérations, des conditionnements d'affichage de pages sur les résultats. Donc l'outil ici est Lucidate pour répondre à la question. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer un premier exemple de comment on peut conditionner aussi un quiz. C'est le deuxième exemple ici, pour le contrôle des apprentissages. Là, je vous montre en fait le module évaluation qui est relié à la plateforme XLMS d'Expertime, qui permet très finement en fait de rédiger des questions, de les paramétrer assez finement aussi, de les thématiser pour pouvoir ensuite sortir des questionnaires assez pointus qui permettent d'obtenir des résultats détaillés, des résultats par thématique et qui permettent aussi de produire des rapports très très fins avec pas mal de données. Donc là, ce sont vraiment c'est un module d'évaluation qui est plutôt très performant aussi pour décerner des certifications, des habilitations, etc. Donc c'est une autre façon d'envisager le quiz sommatif ici comme quelque chose de plus poussé sur la plateforme. Hop, je laisse maintenant la main à Virginie pour vous présenter aussi d'autres types de quiz, enfin d'évaluation, pardon. D'évaluation, parce que là, on n'est pas sur du quiz, hein, justement, hein, Vierge, on est sur Oui. ce fameux niveau 3 hein, de Kirkpatrick. C'est comment être dans une logique d'évaluation de la maîtrise hein, des apprentissages, des gestes métiers sur le terrain. Quand on dit sur le terrain, ça peut être bien sûr sur le terrain, comme chez notre client Orano, qui a témoigné, voilà, qui est sur les logiques d'observation sur le terrain des parcours tutorés, mais ça peut être aussi un plateau de conseillers commerciaux. Voilà. L'idée, c'est que ça se fait en situation de travail et cette logique d'observation, c'est que ce n'est pas, bien sûr, l'apprenant lui-même qui s'évalue, c'est un tiers qui peut être son tuteur. Parfois, on le verra, ça peut être parce que c'est la vie des entreprises, le supérieur hiérarchique et le manager lui-même, même si c'est pas forcément recommandé, c'est toujours mieux qu'il y ait une personne neutre sur l'observation, mais c'est ce que permet en tout cas ce système, c'est de se dire avec les observations, on va avoir un ensemble de gestes métiers qui vont être évalués. Alors là, il faut faire attention à la manière dont sont rédigées les questions. Il est très important d'avoir des échelles bien sûr compréhensibles, mais c'est surtout la description du geste métier qui doit être assez bien faite pour que l'observateur ne se pose pas trop de questions sur la manière d'interpréter. Alors, on a des clients qui le font uniquement en interne, d'autres qui passent par 3 étapes d'évaluation avec une auto-observation, derrière un référent métier qui vient observer, mais en interne, qui est superviseur, un jury externe qui vient aussi valider ça. Donc, ce système d'observation peut être aussi utilisé par des organismes de formation qui font de la formation sécurité et de la validation de sécurité sur le terrain. Et puis derrière, ce qui est important, c'est que c'est très lié au référentiel des compétences. Enfin, c'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir une vision sur un profil métier de l'acquisition des compétences par rapport à un niveau requis pour une personne, une équipe, et d'accéder assez rapidement aux formations qui seront adaptées pour remédier à certaines lacunes sur ces gestes métiers. Donc c'est un autre principe qui est voilà qui vient compléter et qui est vraiment le seul efficace hein, sur un niveau 3 de Kirkpatrick. Alors, là on arrive en fait à la fin de notre partie 2 et on va vous donner quelques bonnes pratiques juste après. Mais juste avant, je te laisse lancer Virginie le sondage. Parce qu'on aime bien vous poser des petites questions aussi. Donc la question de misère sur l'évaluation.
Oui, Vas-y. c'est bien celle-là. Voilà, concerne, on précise bien les quiz d'évaluation des connaissances à froid. Donc, on est dans une logique de sommative, hein, Vierge, de Oui. validation des connaissances acquises par un test qui va peut-être permettre d'obtenir de la certification ou s'assurer que les connaissances sont maîtrisées à la limite bien après une formation. Alors, dans l'onglet sondage, normalement, vous avez accès pour pouvoir répondre. Est-ce que vous avez accès ou pas? Parce que je ne suis pas sûre. On voit les résultats. Donc on commence à avoir les résultats qui s'affichent. Je pense que ça bouge plus beaucoup sur les compteurs, donc j'en déduis que voilà, ceux qui souhaitaient voter ont voté. Merci On pour vos a, retours, en tout cas, sur le fonctionnement. ouais, et c'est assez intéressant, Vierge, parce qu'après tu vas nous donner Ouais. voilà, les La bonne règles en réponse. la matière. Hein. On a une majorité des personnes qui ont répondu 10 à 15 questions. Et c'est ce que naturellement nous on aurait mis si on n'avait pas fréquenté des experts du sujet sur la fiabilité des questionnaires et C'est pas certains ont mis 15 à 25 et d'autres 30 à 40 questions. Alors, j'ai mis à chaud alors que c'est à froid, hein. Il y a une petite coquille de ma part. Mais la réponse sur l'évaluation à froid, ce qui est recommandé, c'est 30 questions. En fait, le nombre de questions va augmenter la fiabilité du test. Mais il faut aussi composer donc avec le temps. Donc, si on était dans un monde idéal, ce serait 40 questions. Mais 30 questions, c'est déjà bien, à minima. Et ça correspond aussi, en général, à 20 à 30 minutes de test, puisqu'il faut aussi prendre en compte le temps que l'on peut allouer à l'apprenant pour passer ce test. Donc, pour vous répondre, voilà, on est plus sur 30 questions que sur une quinzaine, 10-15, et sur une durée de 20 à 30 minutes pour un test. Alors ça dépend bien Alors, sûr si nos participants ont interprété que c'était sur une seule thématique, il est évident qu'on va pas poser 40 questions oui, sur une seule thématique. On a peut-être voilà libellé la question de manière un peu imprécise. Quand on est sur une thématique, on est plutôt sur une à 5 questions, sur 5 questions, voilà, pour arriver à cerner le sujet. Il est évident que voilà, tout dépend de oui. l'interprétation, mais c'est voilà, la vraie recommandation, elle est de 40 questions, quoi. C'est pas Oui, sur un anodin. corpus quand même déjà, moyen. C'est vrai que Hugo nous dit que ça peut varier selon la densité de formation, effectivement. Si on est sur, du micro-learning, on va peut-être pas être sur, 40 questions derrière. Et juste Exactement. pour répondre à Oula, le questionnaire à froid, c'est un questionnaire qui n'est pas fait tout de suite à la fin de la formation, c'est-à-dire le jour de la fin de formation ou le lendemain de la fin de formation, mais c'est un questionnaire qui est réalisé à 60 jours ou 90 jours après, pour justement venir mesurer dans le temps, si les connaissances sont toujours bien ancrées ou si la courbe de l'oubli est passée par là et que ces connaissances ne sont plus maintenues en mémoire. Alors, concernant les références hein, pour cet affichage, c'est des experts avec lesquels nous travaillons depuis un certain temps en docimologie, en l'occurrence, sur nos clients. Et puis, on a aussi certains de nos confrères qui font état de ces chiffres. Donc, on avait été surpris la première fois qu'on avait entendu ça, mais c'est vraiment voilà, c'est l'expérience en tout cas qui parle d'experts du sujet. Alors, je vous propose de passer aux bonnes pratiques pour cette partie. Donc, on en a mis quelques-unes ici, hein, c'est pas exhaustif évidemment. Comment rédiger plus rapidement des quiz? Alors, quand on a l'habitude de rédiger, déjà ça va plus vite, mais aussi on peut s'appuyer notamment sur ce qui est en vogue actuellement, les IA génératives, pour produire à l'aide d'un contenu un lot de questions, de quiz,
que vous pourrez bien sûr relire avec votre œil averti, parce que l'humain a toujours sa grande importance, j'y tiens aussi. Et donc ça vous permet vraiment de venir vous aider à faire une première base de quiz. Alors je vous montre ici, sous la forme d'une petite vidéo, comment ça peut marcher. Donc là, on travaille notamment avec notre partenaire Corollaire, qui nous permet en fait, ici, à partir d'un cours qui est téléchargé, de définir nos paramètres, donc quel type de public, quel type de questions, le nombre de questions qu'on souhaite. Ça nous génère un ensemble de questions par rapport au contenu qu'on lui a fourni, qu'on peut modifier, qu'on peut exporter ensuite, alors ici sous un format qui est le nôtre Expertime, qui nous permet ensuite directement de redonner de réintégrer ces données dans notre plateforme pour pouvoir ensuite lancer des quiz rapidement. Donc voilà une des façons de rédiger plus facilement des quiz. Je reste toujours aussi sur mes gardes en disant une bonne relecture, des modifications s'imposent par un concepteur et par un expert avant de les mettre à dispo. Plus d'excuses pour ne pas rédiger, hein, Virginie, des questionnaires de 40 questions. Oui, du coup, pour les 40 questions, ça peut aller plus vite. Hein, des 40 questions, ou faire des questionnaires d'ancrage qui, eux aussi, nécessitent d'avoir, voilà, sur des points clés, voilà. En faisant varier les typologies, justement. Voilà, voilà. Les typologies de questions. Tout à fait. Je te laisse la parole sur la bonne pratique suivante. Alors c'est vrai qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé en détail. On a parlé des connaissances, tout simplement des connaissances. On a parlé de compétences, mais surtout de compétences métiers. On n'a pas beaucoup parlé des soft skills, hein, de la manière dont quelles sont les bonnes pratiques pour évaluer les soft skills. Il existe donc une des manières d'évaluer les soft skills, c'est aussi l'observation, hein, parce que quand on observe quelqu'un dans son comportement commercial sur le terrain, on observe aussi des soft skills, hein, bien entendu. Et il y a un autre outil objectif qui jusqu'à présent était vraiment très réservé aux managers, mais qui mérite d'être démocratisé avec les outils ad hoc. Notamment, nous, c'est ce qu'on a fait avec l'une de nos solutions maintenant déployées par plusieurs de nos clients, Stellantis, Renault, qui est en tête encore. Il y en a 2-3 supplémentaires, vraiment large échelle. Leroy Merlin, voilà, Leroy Merlin, j'avais complètement oublié, avec des approches assez différentes. Donc, le feedback 360. Mais quelles sont les bonnes pratiques aussi pour un feedback 360 ? C'est la durée du questionnaire est clé. Les gens malgré tout sont volontaires pour donner du feedback. Autant pour soi-même, on peut prendre éventuellement le temps de répondre à un questionnaire sur son développement personnel. Quand vous demandez du feedback à des personnes sur vous, elles sont quitte à ce qu'elles soient volontaires pour le faire, il faut surtout pas que ça leur prenne plus de 20 minutes. Au-delà, surtout sur des populations managériales, hein, mais pour tout le monde en général, il faut que le questionnaire, donc dans sa présentation et par rapport au nombre de questions, permette de le remplir en pas plus de 20 minutes. Ensuite, on voit beaucoup de questionnaires de feedback 360 qui s'appliquent avec des questions un petit peu classiques qu'on trouve chez les instituts des enquêtes managériales, etc., d'instituts externes. Nous, notre conseil, c'est vraiment de reprendre ces questions qui ont du sens, mais de les adapter pour refléter la culture de l'entreprise et d'éviter ces questions un peu bateaux qu'on retrouve souvent. Mon manager me donne-t-il bien des perspectives de carrière sur les 5 ans à venir ? Il y a d'autres manières de tourner ça. C'est ce qu'on fait nos clients et ça marche vraiment beaucoup mieux. Ensuite, les logiques d'échelle. Il faut proscrire finalement dans ces questionnaires les échelles classiques de l'ICAR du type tout à fait d'accord, je ne me prononce pas du tout d'accord. On est quand même sur un outil de développement personnel, c'est très dur d'avoir quelqu'un qui vous répond le pas du tout d'accord. Il y a d'autres manières de présenter ces échelles. Laurent Merlin en a un exemple qui avait utilisé des logiques de baroudeur, explorateur, etc., qui reflétaient bien sa culture d'entreprise. Et puis, comme on le voit ici, pour que l'outil fonctionne bien,
il faut que le rapport soit soigné. N'hésitez pas aussi dans les questionnaires à rajouter des visuels qui vont humaniser et apporter de la bienveillance au questionnaire. Voilà pour les quelques conseils. Il y en a encore pas mal d'autres sur le déploiement de l'outil. Une des bonnes pratiques aussi, c'est de ne pas faire un seul 360 à un instant T, c'est de faire comme l'a fait par exemple notre client Renaud sur son programme Manager Coach, un premier feedback 360 en amont du programme, toutes les sessions de formation collective donc des managers et de coaching, et puis après un deuxième feedback 360 pour voir et pouvoir mesurer donc l'évolution et l'impact du programme sur leurs soft skills. Voilà. Ok. Je continue avec les 2 dernières bonnes pratiques qu'on a mises. Donc, c'est aussi quand on fait des quiz, que ce soit plutôt formatif ou même autre, ce qui peut être engageant, ça peut être de les gamifier. Donc là, je vous montre quelques exemples aussi. Donc, vous pouvez être aussi sur une logique de quiz qui vous donne droit à des badges. Donc, vous pouvez être dans une démarche de collection de badges. Vous pouvez être aussi dans une logique d'organisation de concours pour faire un peu d'émulation autour de questionnaires. Vous pouvez mettre les gens en situation de concours collectif ou concours individuel, où ils vont justement aller gagner des points pour leur équipe. Et vous avez aussi possibilité, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, sur votre appli, d'avoir ce qu'on appelle des duels. Donc pour des personnes qui suivraient le même cours, on va pouvoir leur donner la possibilité de s'affronter lors d'un duel avec différentes questions qui sont liées aux thématiques, ce qui leur donne un score à chacun, et celui qui a le meilleur score, eh ben, il gagne le duel. Donc un petit côté émulation, et je vais me confronter à mes collègues pour pouvoir progresser. Donc mine de rien, tout ça permet de rendre le quiz plus ludique, plus sympa et parfois plus engageant. Pour finir sur cette partie, la question de la rédaction d'un quiz sommatif pertinent, c'est une question qui est cruciale. Elle vient à la toute fin, mais c'est certainement la plus importante. La bonne stratégie, en fait, pour que vous puissiez créer des contenus, c'est de partir de ce que vous voulez évaluer. Donc, partez des compétences que vous souhaitez évaluer, rédigez des questions qui portent sur ces compétences. Alors, ça a l'air d'être bête dit comme ça, mais souvent, on rédige des questions et en fait, on peut se rendre compte que ça ne teste pas la compétence. Donc, bien, toujours garder en tête vos objectifs, vos compétences, et vous rédigez ensuite le contenu de formation qui va avec. Donc, souvent, ce qu'on a tendance parfois à faire, c'est rédiger un contenu et puis après, faire des questions de quiz. En fait, posez des objectifs, posez vos compétences, posez vos questions qui vont permettre de répondre aux éléments essentiels pour répondre à ces objectifs. Et à partir de là, vous pouvez développer le contenu de formation. J'en ai fini pour cette partie 2. Nous allons aborder la 3e et dernière partie. 11h40, on est dans le timing, ça devrait aller. Alors, quand on parle d'évaluation, c'est bien d'aller plus loin que de simplement... c'est bien de dépasser le seul côté centré sur la qualité de la formation pour aller sur de l'évaluation du dispositif, des résultats, en fait, ces fameux derniers niveaux, et surtout le niveau 4 de Kirkpatrick. Donc aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est que tout département de formation, tout organisme de formation peut aller plus loin que les critères qui sont exigés par Calliope, qui sont souvent des critères qui sont liés à la qualité de la formation, dont j'en ai listé encore quelques-uns à l'écran. Et en fait, c'est très intéressant d'aller encore plus loin dans votre démarche d'évaluation de dispositifs. Et je propose à Virginie de lui donner la parole pour qu'elle vous parle des indicateurs qui sont plus liés à l'impact de la formation sur la performance de l'entreprise. Alors, je te mets le slide suivant. Ok. Et c'est vrai que, y compris dans le domaine des indicateurs qui sont maîtrisés par le service formation et qui sont ceux de la formation, on a matière à aller plus loin. Donc, si on prend le sujet et là, on est vraiment sur notre niveau 5, de notre niveau 4, je veux dire, de Kirkpatrick, voire du 5, parce que à l'époque, la RSE n'était même pas encore le sujet. Donc, si on prend, Virginie, sur le slide d'après, donc les indicateurs
propres à la formation, on peut aussi dépasser cette logique juste de qualité de la formation, hein, qui est essentielle, mais pour s'intéresser à des enjeux qui sont ceux du service formation, y compris sur la capacité, par exemple, à se connecter au métier dans des logiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et de regarder des indicateurs tels que quels sont le nombre de personnes que j'ai formées sur ce set de compétences clés. Donc, c'est des indicateurs que vous pouvez suivre ici et qui sont à la main d'un service formation. C'est plus dur peut-être pour un organisme de formation, mais même un organisme de formation, dès l'instant où ces formations sont vraiment maintenant orientées compétences, va avoir capacité à sortir ces indicateurs. Et c'est un indicateur clé du dispositif. Ensuite, on peut s'intéresser aussi à est-ce que mon dispositif en général, hein, parce que là je remonte pas à mon programme ou à mon contenu de formation, je remonte sur est-ce que mon dispositif, est-ce que le fait d'avoir par exemple mis en place une modalité telle que la formation en situation de travail et d'impliquer des experts pour créer des contenus autour de ça, me permet d'avoir un volume finalement de contenu créé qui va être supérieur à ce que j'aurais fait classiquement avec des modules digitalisés ou des formations présentielles déléguées à des organismes de formation, si j'ai un enjeu de volume. Ça peut être aussi de regarder, bien sûr, les ratios de coûts pour un même programme de formation. Est-ce que, voilà, dans mon mix finalement de formation, j'ai pas intérêt à introduire, encore une fois, des modalités d'action de formation en situation de travail, où il y aura peut-être moins de frais de déplacement, etc., ou digitaliser tels aspects. Donc ça, ce sont des indicateurs liés à la formation de votre dispositif qui permettent de regarder aussi le côté impact sur les indicateurs de coûts et autres. Si je prends sur ces logiques de compétences, je vous montre l'un des écrans de notre plateforme sur la manière dont sont évaluées les compétences chez notre client total, avec des logiques, donc compétences ou domaine par domaine, et puis compétences clés par compétences clés, des taux d'atteinte par rapport à des niveaux requis sur des équipes et pas sur un seul candidat. Tout ça, ça peut se faire donc à l'échelle de l'organisation, dédiée par équipe, etc. Donc ça, c'est un petit exemple sur ces logiques d'indicateurs à maîtrise de formation. Si on passe au deuxième domaine, on va dire, qui est celui de la performance opérationnelle, qui est le sujet sur lequel on se risque le moins à travailler parce que on ne maîtrise pas forcément les données qui sont attachées. Deux, parce que on peut avoir peur qu'il y ait trop de facteurs externes qui ne sont pas maîtrisables et qui puissent montrer un impact de la formation qui n'est pas associé. Mais pourtant, on a des clients vraiment qui l'ont fait sur certaines modalités. Avant de passer aux exemples, je citerai par exemple notre client Leroy Merlin, encore une fois, qui avait constaté en faisant des analyses en collaboration avec les métiers que quand une équipe était formée à plus de 80%, eh bien, elle avait un chiffre d'affaires qui était de 20 à 30% supérieur à celle des équipes, non pas qui n'étaient pas formées, mais qui n'étaient pas formées à ce niveau, qui étaient moins formées. Donc, il y a vraiment des critères d'analyse qui permettent d'avoir des infos sur l'impact de la formation, sur la non-qualité, le risque, le chiffre d'affaires, le time to delivery étant la capacité à avoir des services qui sont délivrés dans les temps, ou des produits qui sont délivrés dans les temps, ou des projets qui sont délivrés dans les temps.
Donc, si on prend quelques exemples sur l'impact, par exemple, là, c'est vraiment des impacts de mise en place de modalités d'AFEST chez Novo Nordisk, qui est une société qui fait des services de santé. On voit quand même qu'après avoir mis en place un programme de modalités d'AFEST, ils avaient réussi, en partant de zéro, au départ de modalités AFEST, à avoir 98% de réduction du taux de contamination dans les vestiaires. Donc voilà, gestion des risques, mission accomplie. Sur l'exemple suivant, qui n'est pas un de nos clients, le Safran, c'était là aussi mise en place de modalités de type AFEST, qui vraiment avait permis de contribuer à une logique de presque zéro défaut sur l'Airbus A350. Si on passe au dernier exemple, qui est le dernier domaine sur le domaine de RSE, il y a des indicateurs qui sont suivis par les RH maintenant de plus en plus et qui permettent aussi de suivre en quoi la formation et le dispositif peut avoir un impact sur l'employabilité des personnes, et y compris leur capacité à être beaucoup plus compétents rapidement au sein de l'entreprise, sur le turnover des effectifs, sur le sens au travail. Un petit exemple encore derrière, Virge, s'il te plaît. Sur cette modalité AFEST encore et toujours, sur des EHPAD. D'ailleurs, EHPAD, j'ai l'impression que c'est PAHD plutôt, sur le 5 EHPAD francilien, où on voit que les personnes qui avaient suivi le programme étaient interrogées aussi sur leur confiance en soi, la prise de recul, les logiques aussi de pouvoir, parce que c'est vrai qu'on lit pas très bien, améliorer les pratiques des autres agents, donc voilà, trouver de la cohésion d'équipe. Donc tous ces indicateurs de sens au travail peuvent aussi faire partie de votre périmètre d'analyse si vous allez plus loin par rapport à votre dispositif de formation. Je vous les donnerai, je les ai pas là en tête, c'est vrai qu'elles sont sur un de mes slides à côté, je vous les donnerai. On les rajoutera, on va laisser le doc voilà. à dispo. Oui, bien sûr. On enchaîne avec les bonnes pratiques, je te laisse commencer, Virginie. Ah bah si c'est encore à moi, donc on a vu qu'il y avait quand même, voilà, dans les 3 domaines, pas mal de dimensions sur analysables. Finalement, vous n'êtes pas obligé d'analyser toutes les dimensions de votre dispositif, mais là, c'est quand même pour pointer qu'il y a, en dehors des indicateurs Calliope et de la qualité de la formation, il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes à analyser pour améliorer la performance de votre dispositif. Donc, il y a les contenus eux-mêmes, mais c'est ceux qu'on regarde le plus souvent, c'est l'indicateur du contenu, ou alors on accuse la plateforme aussi parfois quand le contenu est pas bon, les utilisateurs, les apprenants vont dire ah bah non, cette plateforme ne vaut rien. Or des fois c'est juste le contenu lui-même, les enjeux donc d'acquisition des connaissances, la qualité bien sûr de la formation, le volume aussi de ces contenus, les modalités, on a parlé, voilà, quelles sont les modalités qui sont les plus efficaces entre de l'ancrage, des modules e-learning, gamifiés ou pas gamifiés, des logiques d'action de formation en situation de travail. Aussi la manière dont vous allez planifier dans le temps et orchestrer dans le temps vos programmes, la qualité de l'animation de vos contenus, parce que vous pouvez avoir les meilleurs contenus du monde, il faut analyser si est-ce que ces contenus ont été animés par les équipes et comment, avec quels outils, la performance technique de votre plateforme, bien entendu, voilà, les indicateurs opérationnels, on en a parlé, les moyens, les coûts, bien sûr, le taux de satisfaction, le Net Promoter Score des apprenants. Et puisqu'on parle voilà, de performance opérationnelle, c'était vite dit de dire qu'on pouvait avoir et travailler et collaborer avec les métiers, mais nous, on a vraiment des exemples de clients qui collaborent
avec les métiers dès le départ. D'ailleurs, les départements formation collaborent souvent avec les métiers pour construire les contenus ou les questionnaires. Donc, c'est intéressant de discuter avec les directeurs opérationnels sur les enjeux et objectifs de développement des compétences, sans surtout jamais les perdre de vue. Parce que c'est ça l'écueil. Au départ, on discute d'objectifs, d'enjeux, et puis dans la conception, on y pense. Après, il y a la phase de réalisation, on oublie quand même, on les perd un petit peu de vue dans le projet. Puis au lancement du programme, on va retomber dans les travers d'évaluation par rapport au contenu qui ont un peu perdu les objectifs de vue. Donc voilà, c'est de ne jamais lâcher cette logique. Et puis, un plus, bien sûr, c'est si vous pouvez avoir des outils décisionnels de type LRS ou BI, Business Intelligence, ça facilite, bien sûr, de faire ces agrégats et ces corrélations, mais c'est pas forcément nécessaire. Il suffit, je suis un chiffre d'affaires, vous travaillez avec le département administration des ventes commerciales, ils le connaissent, vous pouvez le suivre, cet indicateur, tout en ayant préparé par ailleurs une formation sur le sujet. Voilà pour ces conseils. Je finis sur 2 derniers petits conseils. Donc, ce qui peut être important, tout à l'heure, je vous disais que ça pouvait être une piste d'engagement de gamifier vos évaluations. Comment s'assurer que c'est bien plus efficace? Et vous pouvez comparer le NPS de modules gamifiés versus les modules classiques. Ça vous donnera déjà un bon indicateur de comparaison. Vous pouvez organiser des challenges collectifs et individuels, ça je vous en ai parlé, parce que ce sont effectivement de très très bons boosters pour des programmes longs, pour pouvoir tenir en haleine vos apprenants tout au long de ce dispositif. Enfin, une bonne pratique pour mesurer la performance de sa plateforme, c'est de revenir à nos apprenants, donc interroger-les régulièrement sur les temps de réponse de la plateforme, sur son ergonomie, sur l'accessibilité des contenus, sur la qualité des contenus. Enfin voilà, il y a tout un panel de questions que vous pouvez aller poser à vos apprenants qui seront une mine d'informations pour faire des retours sur ce qui est mis en place. Alors, on vient de terminer, c'est bon, à 5 minutes de la fin, on n'empiétera pas trop sur la pause déjeuner. Donc, nous avons fini cette 3e partie. Est-ce que vous avez des dernières questions à nous poser via le chat, auxquelles on n'aurait pas répondu? Pour l'instant, j'en vois pas, donc j'avance, mais si vous en avez, n'hésitez pas, on regarde en même temps. Et puis, pour finir, en fait, ce webinaire, et puis pour vous remercier de nous avoir suivis jusque-là, on a un petit cadeau à vous offrir. Donc, chez Expertimizy, on a développé un parcours qui s'appelle le parcours e-learning Quest, qui est un parcours ciblé sur la création d'une ressource pédagogique e-learning. Et à l'intérieur de ce parcours, on a un module qui est dédié à l'évaluation. Comment évaluer son module de formation. Donc, c'est un petit module e-learning réalisé sur Elucidat qu'on vous donne, auquel on vous donne accès gratuitement. Donc, ici, vous avez le QR code pour scanner avec votre téléphone et accéder au module. Si vous n'avez pas votre téléphone sous la main, je vous mets le lien dans la conversation, dans le chat, pour que vous puissiez y accéder et puis visualiser ces éléments de contenu. Après, il y a un petit peu d'informations sur Elucidat parce que c'est l'outil dédié avec lequel on travaille, entre autres. Donc voilà, vous pourrez avoir tout un petit récap d'infos sympas sur l'évaluation du module de formation. Je crois que j'en ai fini là. Je vais laisser cette page si vous voulez la scanner pour vous laisser le temps. Je vois pas d'autres questions. Donc, merci surtout à vous de nous avoir écoutés, suivis. Et puis, donc oui, pour répondre à la question tout à l'heure, il sera disponible en replay et on va vous remettre à jour avec les petites coquilles corrigées et puis les références qui manquent, le document pour vous le transmettre ensuite, donc soit par liste de diffusion par mail ou soit directement par l'outil. On verra avec Virginie comment trouver la meilleure solution pour vous le transmettre. Et bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous et puis de bons modules d'évaluation de formation à venir. Au revoir. Merci. Au revoir.